Aujourd'hui, on va discuter avec une personne super chouette qui est auteuriste depuis un bon moment, qui vient de recevoir les essais de son livre. Gotham, s'il te plaît. Aujourd'hui même, donc on va discuter de tout ça avec elle et ça va être grave intéressant. J'ai hâte qu'on puisse discuter un petit peu de son processus d'écriture et de tout ce qui va avec, donc je vais l'appeler de suite. Si tu veux bien te présenter auprès de mes abrobes, voir qui tu es. Du coup, moi c'est Elfidil, donc je suis autrice auto-éditée de fantasy, dark fantasy, et illustratrice aussi en même temps, parce que j'illustre mes romans. Et donc du coup, ma saga principale, c'est le clan du Corbeau Blanc, qui est une revisite du mythe du Wendigo. Et là, j'ai un roman qui vient de sortir, qui est une revisite du mythe de la Valkyrie, qui s'appelle Ran. Et tu me disais du coup que tous tes univers étaient liés, et je trouve ça vraiment trop cool que tu aies pu réussir à créer un univers sur autant d'années et qui impacte tes jeux de rôle, tes dessins, tous tes romans. Enfin, c'est vraiment trop chouette. Mon univers étendu, il s'étend là. J'ai une carte qui est juste sur le côté là, enfin une timeline que vous pourrez pas voir parce que c'est la timeline perso. Et ouais, il y a je sais plus combien, 14 livres je crois. Je dois avoir 14 T'as déjà écrit 14 livres? C'est ça, j'ai ma saga principale du clan du Corbeau Blanc qui est coupée en 2 trilogies, plus la trilogie de comment science-fiction, enfin trilogie. Je dis trilogie, mais ça se trouve, ça sera carrément autre chose. Et la trilogie de Ran. Et Ran, ouais, ce sera pour l'instant une trilogie. Enfin, des fois, on va dire que le personnage de Ran, là, j'ai pensé pour une trilogie, mais il pourrait avoir énormément de romans sur ses aventures, en fait. Je vais pas dire plus parce que sinon ça va spoiler. Mais on peut, je pourrais faire énormément d'histoires dessus. Sur les autres, donc les Oxyvnar, c'est facile à retenir. Je pourrais prendre plusieurs, comme j'ai fait pour mon jeu narratif, je sais pas si, donc parce que j'ai un jeu narratif pour ceux qui ne savent pas, tout est sur mon site, s'ils veulent faire des petits tests. C'est un jeu à choix multiples, il y a 8 fins différentes. Ah, cool. En fait, il y en a 4 de chaque côté, parce qu'en fait, je me perds dans mes explications. J'ai 2 personnages dans l'histoire, et chaque personnage a un moment qui se sépare, et on peut choisir un ou l'autre, de suivre l'une ou l'autre des héroïnes en fait dans sa petite aventure avant qu'elle se retrouve ou pas, ça dépend des choix que vous faites. Donc il y a 4 choix différents, 4 fins différents en fonction des choix. En fait, les histoires sont quand même ça reste plus ou moins la même histoire parce que ces personnages là seront dans le tome 2 de Ran, mais en même temps ça permet de vivre sa petite aventure et de découvrir un petit peu l'univers, l'univers de Ran, parce que j'ai dans le même format un jeu narratif qui est plus inspiré de la partie d'inspiration native de mon univers, donc là où on part à la recherche de son animal totem, et là où il y a 8 fins aussi en fait. Ouais. Ça va, tu t'es lancé. Tu me disais du coup que toi tu avais envie de travailler avec un agent littéraire pour potentiellement exporter tes droits à l'étranger. Je suis encore en train de chercher. T'es en quête. En fait, le truc c'est que j'ai trouvé des agences d'agents littéraires qui sont en général des agences. Il y a des agents littéraires qui sont que axés littérature, et il y a ceux qui sont des agents artistiques qui sont littérature. Il y a des acteurs, il y en a d'autres, il y en a carrément des auteurs de BD. D'accord. Il y a aussi des scénaristes, des réalisateurs, il y a plein de corps de métier. Et le problème, oui et non, ce qui est bien pour les gens qui travaillent avec eux, c'est que ils essayent des fois de ne pas avoir trop de personnes avec qui travailler. Ils ont une certaine liste d'auteurs, je sais pas, ils vont avoir une vingtaine d'auteurs ou une vingtaine de personnes, et ils vont juste utiliser les dossiers des 20 personnes et les vendre et tout. Donc c'est compliqué à trouver, surtout qu'en France c'est pas très répandu les agents, en tout cas dans le milieu littéraire. Bah non, on en entend plus parler au Royaume-Uni, aux États-Unis. Oui, c'est ça, je connais quelques autrices américaines, et elles ont toutes. Elles ont toutes celles qui sont en maison d'édition, celles qui sont en auto-édition, elles en ont pas. Oui. Et donc du coup, c'est pour éviter de me faire, pas de me faire couiller, on va dire, me faire avoir, parce que comme je connais pas du tout comment ça se passe les droits à l'étranger, je préfère faire appel à des professionnels qui s'y connaissent. Et puis en plus, en passant par une maison d'édition,
ce sera pas à moi de faire la promo. Ils pourront me demander, je pense, de faire des posts et tout, mais ce sera pas à moi de faire la promo. Et comme déjà je galère juste en France, je vais pas me rajouter un canal. Tellement. C'est déjà tellement galère. Et t'as essayé de te faire éditer en France ou tu préfères l'auto-édition? Je préfère l'auto-édition. J'ai jamais envoyé mes romans à des maisons d'édition parce que j'aime pas trop comment c'est géré, on va dire ça comme ça. Je comprends. J'ai pas envie de me mettre des gens à dos ni quoi que ce soit. S'il y a des auteurs qui préfèrent être en maison d'édition, c'est bien, surtout qu'il y en a qui sont très bien. Il y a des maisons Non, d'édition mais qui sont chacun très ses bien. choix aussi. Hein. T'as Je tout à fait dirais- le droit d'avoir ton opinion là-dessus. Oui, c'est ça, je dirais que dans les petites maisons d'édition, il faut faire attention des fois. Les moyennes, je pense que c'est celles qui sont les plus fiables et peut-être les plus proches de leurs auteurs. Et après, dans les grosses, c'est qui tout double, quoi. Je connais des auteurs, complètement. j'en connais certains qui sont dans des grosses maisons d'édition, ça se passe très bien, et d'autres, ils font le travail d'auto-édité, donc, de promo et tout, donc autant ne pas aller en maison d'édition si c'est pour faire ça. Surtout donc- quand c'est des grosses maisons d'édition et que tu te retrouves à faire toute ta com tout seul. Ouais, c'est ça, et puis c'est même au niveau de la rémunération. Des fois, quand c'est une grosse maison d'édition qui peut donner un bon pourcentage, pourquoi pas, mais des fois je trouve que c'est un petit peu abusé. C'est sûr que sur le temps que tu as mis à créer ton texte, tu es pas gagnant du tout financièrement parlant dessus, quoi. C'est ça, mais en plus, même les maisons d'édition, des fois, elles sont pas gagnantes. Donc, si personne s'y retrouve entre les libraires, les maisons d'édition et l'auteur, je sais pas, c'est qu'il y a un truc à changer, en fait. Donc c'est mon point de vue, ça. C'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle je sais pas proposer en maison d'édition. Et l'autre raison, c'est que s'ils prennent un bouquin, ils en ont 14 derrière à accepter. Et là, c'est un peu plus... Et surtout qu'aussi, encore maintenant ça va parce qu'ils essayent de faire de la représentation, plus ou moins. Et ce que moi, au début, je voulais pas trop faire... Moi, je fais de la représentation surtout lesbienne. Et un petit peu après, j'essaie d'ajouter d'autres minorités à droite, à gauche, histoire de pas faire un énorme melting pot. Donc j'arrête d'utiliser ce mot parce que je sais pas le dire. Un gros mélange de toutes les minorités, c'est-à-dire que pour moi, s'il y a trop de minorités mises les unes avec les autres, elles ont tendance à s'invisibiliser les unes les autres, donc ça n'a aucun intérêt. Et je trouve que des fois, c'est dommage de prendre un personnage et de faire un peu le personnage fourre-tout. Par exemple, pour parler de Ran, la seule particularité qu'elle veut avoir, c'est qu'elle est neuroatypique. Elle a des traits autistiques. Mais je le dis jamais, en fait. Je le dis pas dans l'histoire. Oui. C'est les gens, s'ils arrivent à le reconnaître, ils reconnaîtront. Puis sinon, c'est pas grave. Et sinon, à part ça, voilà, elle fait 1m90, elle fait ses montagnes de muscles et c'est tout, quoi. Elle n'a pas d'autre... Mais voilà, j'essaye de me présenter, en tout cas maintenant, ce que je faisais pas avant comme autrice de fantasy, dark fantasy lesbienne. Et en fait, maintenant, depuis que je fais ça, que je veux pas être en mode marketing, comme je suis concernée, je me dis je peux quand même l'utiliser sans que ce soit du marketing et qu'on m'emmerde avec ça. Et ce que j'ai remarqué depuis que j'ai fait ça, c'est qu'il y en a plein qui me disent va voir la maison d'édition Homo Romance ou la Reine de Cœur, sauf que moi, même si j'allais en maison d'édition, j'ai pas envie d'être dans une petite case en mode ça c'est que du truc LGBT, j'ai envie d'être vendue dans les mêmes maisons d'édition que les autres ou les mêmes sur la même ligne, même catégorie que les autres, juste c'est pas parce que j'ai une héroïne lesbienne qu'il faut forcément me mettre dans la catégorie à part. Complètement. Parce que les maisons d'édition, elles utilisent aussi les représentations LGBT comme outil marketing et du coup ils vont faire une collection LGBT alors qu'en fait c'est une histoire normale. Je préfère vraiment qu'on nous considère vraiment comme une catégorie, pas comme une catégorie quoi, comme je fais de la dark fantasy, c'est juste voilà, moi je dis lesbienne parce que moi personnellement j'en peux plus de la littérature on va dire hétéro entre gros guillemets. C'est-à-dire que j'en ai tellement eu, j'ai tellement pas eu de représentation que maintenant j'ai fait une overdose, j'ai plus sauf si c'est bien fait, mais j'ai plus spécialement envie de lire un truc où l'héroïne va devenir nunuche dès qu'elle voit un mec qui lui plaît, ce qui est souvent le cas, où le gars qui peut être un bon personnage devient un gars un peu casse-couille parce que il y a juste son love interest qui est là. C'est en fait. Oui, non, je comprends tout à fait. Les clichés ont été tellement utilisés, réutilisés, et puis c'est ça. Puis des fois, je sais pas, les relations sont. J'aime pas trop la façon dont c'est fait déjà de base, et en plus ça me parle pas trop, donc on va dire que je peux le lire, mais j'en peux plus.
c'est plutôt ça. Donc maintenant j'écris en fait simplement ce que j'aurais voulu lire. Et donc je le précise pour les personnes qui comme moi sont concernées ou alors qui ont envie de faire autre chose, mais j'ai pas envie d'être catégorisée dans un truc Non, juste à part. Ça. C'est compliqué de faire la com parce que du coup, en effet, comme tu dis, il y a des gens qui recherchent des livres avec de la représentation parce que justement, comme tu dis, ils n'en peuvent plus de lire des trucs hétéronormés. Et en même temps, t'as pas envie d'être juste la nana qui écrit des personnages lesbiens, etc. Enfin, c'est assez compliqué de trouver le juste milieu. C'est ça. Et en ce moment, c'est ce que j'essaye de faire avec une chargée de communication. On a fait du marketing chargée de communication parce que je sais pas du tout comment faire. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a certaines personnes, on va dire entre guillemets la culture woke, qui ils veulent surtout pas entendre parler. Donc je me tirerais une balle dans le pied en disant oh regardez, je fais du lesbien. Et de l'autre côté, j'ai l'impression de pas faire assez LGBT pour la commu LGBT. Mais c'est chiant parce que les maisons d'édition, par exemple, elles ont leurs cases de collection, etc. préfaites presque. Et si tu rentres pas dedans exactement et que t'es un peu entre deux collections, ils savent pas où te mettre, quoi. C'est ça, et donc du coup c'est pour ça que même pour les maisons d'édition, à moins d'avoir des maisons d'édition super ouvertes qui s'en fichent et qui disent tu fais de la fantasy, pouf, c'est bon, vas-y, publie tes trucs, je sais très bien qu'on me mettra dans une catégorie et j'ai pas envie non plus de faire... C'est compliqué parce que j'ai pas non plus envie d'être un produit ou alors le bouche-trou ou alors le quota. Donc je fais ça je me fais ma propre catégorie pour moi. Et si en vrai je pouvais être, parce que comment pas être connue, mais comme autrice lesbienne en francophone, parce que ça, autrice de fantaisie lesbienne francophone même, parce que ça c'est vraiment, j'ai un peu râlé sur Twitter il y a pas très longtemps parce que je trouve personne. Il y a juste une autre autrice que je connais, et à chaque fois que je cherche, je ne trouve que nous deux, en tout cas en auto-édition. Et c'est bon. En vrai, avec elle, des fois, je lui dis, il n'y a que nous deux fous, c'est désert. Et elle, encore, elle fait de la romance. Moi, je fais absolument pas de romance. J'en ai quelques-unes de prévues, mais je suis incapable de faire de la full romance, je le sais très bien. On a tellement été habitués à faire des cases, à rentrer dans des cases, que dès que tu en sors un tout petit peu, ou que t'es complètement d'ailleurs hors case, c'est très compliqué. Et faire de la com en plus là-dessus, c'est hyper dur en auto-édition, faut tellement se vendre soi-même, vendre son truc, etc. C'est hyper difficile. C'est ça. Donc du coup, moi je pars sur... faut bien que je fasse un choix. Donc ça fait 3 ans et demi que j'ai sorti mon premier livre. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une direction en disant je suis autrice fantasy, dark fantasy lesbienne. Puis voilà, c'est tout. Parce qu'il y en a bien qui font de la romance et tout. Mais en précisant bien que moi c'est fantasy, dark fantasy et ensuite science-fiction, mais que je vais pas faire de la romance parce que j'en ai marre de voir ça. Et puis quand je vois que sur le marché anglophone, ils ont des romans à l'appel, rien qu'un roman que j'ai adoré qui s'appelle Gideon, c'est des nécromanciens de l'espace. C'est vraiment beaucoup trop. En vrai, c'est l'univers, il est trop bien. Et l'héroïne est lesbienne. Voilà, ça fait en fait, c'est ce que je peux écrire aussi. J'aurais aimé pouvoir écrire ce genre de roman parce que franchement, c'est beaucoup trop bien. Mais c'est, on va dire, dans la même catégorie qu'on pourrait le situer, mais c'est un roman. Donc, il est néo-zélandais. Je crois qu'elle est néo-zélandaise, l'autrice. Donc, en tout cas, elle vit en Angleterre, je crois maintenant. Mais en tout cas, c'est anglophone et il n'y a aucun souci, quoi. Elle a sorti ça. Les gens, ils ont fait OK. En France, tu sors ça, il faut le mettre dans la petite case. Quand je vivais en Écosse, je passais mon temps en librairie. Et à chaque fois, j'étais genre, oh, ça a l'air trop bien. Oh, ça a l'air trop bien. Et quand tu vas dans une librairie qui n'est pas un peu orientée politiquement et que tu vas dans une librairie classique, entre guillemets, en France, c'est genre la biographie de Jean-Michel Machin ou la même romance pour la 300e fois. Et je crache pas sur la romance, moi c'est quelque chose que je consomme pas, mais il y a des gens à qui ça plaît, mais du coup, dès que tu sors un petit peu des cases qu'on attend, et tu te fais bâcher, ou alors c'est pourquoi vous faites ça, pourquoi vous publiez un truc comme ça et tout. Et en fait, c'est pour ça aussi que je voulais faire traduire mon roman, parce que je suis allée sur certains groupes sur Facebook. À l'origine, je voulais aller sur des groupes de fantasy, au final, je suis allée sur des groupes de fantasy lesbienne. Parce que eux, ils ont carrément des groupes où il y a que ça, il y a des tonnes et des tonnes de bouquins. À chaque fois, je serais à me dire pourquoi je lis pas anglais. Et j'essaie juste de voir pour Ran ce que ça pouvait donner. Et il y en a certaines qui étaient au taquet. Elles ont même pas lu le résumé, elles sont au taquet, elles ont juste vu mes illustrations que je peux faire. Et elles avaient envie de lire le bouquin, quoi. Leur dire ok, mais
pour l'instant, je peux pas parce que Trop je l'ai bien. pas traduit, mais il y en a certaines qui me demandent, il y en a même qui me suivent, elles parlent pas un mot de français, mais elles me suivent parce que je pense que le roman les intéresse et c'est pour ça que j'aimerais bien, comme je vois qu'il y a des gens intéressés, essayer de rentrer un petit peu sur ce marché parce que je sais qu'il y a du lectorat. En France aussi, mais sauf que ce que j'ai appris il y a pas longtemps, en entrant un petit peu dans le petit univers là, c'est qu'en fait toutes les personnes qui aiment lire ce genre de contenu vont directement dans le contenu anglophone. Ah mais complètement, hein. Enfin les 3/4 des gens lisent, enfin ceux qui connaissent l'anglais en tout cas lisent en anglais parce que c'est plus simple. Déjà les traductions elles sont très rarement faites en France et quand elles sont faites pas souvent hyper Oui, bien. Gédéon c'est très mal traduit mais bon. Et je vois mon copain lui il lit quasiment, enfin il lit beaucoup de livres en anglais en tout cas. Oui c'est ça, et du coup je connais une fille comme ça qui est française mais qui lit qui veut de la fantaisie lesbienne parce que c'est vraiment ce qu'elle veut lire et elle lit que en anglais. Elle m'a clairement dit que mon roman, enfin Le Clan du Corbeau Blanc, quand elle aurait le temps de s'y mettre, ce serait le premier livre français qu'elle lirait. Ce que j'aimerais vraiment essayer de faire, ça va être compliqué parce que je suis pas très douée pour la communication et me faire remarquer, c'est vraiment mettre ça en avant. Et même s'il y a d'autres autrices lesbiennes qui veulent être de fantaisie, hein, parce que la romance, il y en a plein, ça je sais, mais de fantaisie, essayer de serrer les coudes un petit peu et de montrer qu'on existe en France, ce serait cool. Ben oui, que ce soit un peu plus normalisé au niveau des maisons d'édition, que ce soit plus mis en valeur et que justement ça arrête à chaque fois qu'il y a un truc de publié de dire « Oh mon Dieu !» C'est ça, et puis même, bon, déjà je sais qu'il y a, elles sont pas françaises, c'est une maison d'édition canadienne, il y a Homo Romance, ils font aussi de la fantaisie, mais ça reste, ce que je disais tout à l'heure, une catégorie, et c'est un peu chiant quoi. Il y en a d'autres qui sont mélangés dans les maisons d'édition, mais c'est super rare quoi, il doit en avoir, franchement. Et sinon c'est que des traductions. Genre Le Prieuré de l'Oranger, de Gideon. Voilà, Le Prieuré de l'Oranger. Mais Gideon, c'est pareil, on a que le tome 1, alors que c'est la saga du tombeau scellé. Il y en a 3 de sorties déjà. Il y a Gideon, Haro et Nona, ou Nova, je sais plus c'est quoi, Nona je crois. Et il va en avoir un 4e, mais c'est-à-dire que moi déjà je slalom entre les spoils parce que eux ça doit faire 2-3 ans qu'il est sorti, enfin même plus, ça fait 3 ans je crois qu'il est sorti le bouquin, 4. Et en fait là... il y a le tome 2 en français qui va sortir, donc Haro, et je sais très bien qu'il va falloir que j'attende 1 an pour le tome 3, et peut-être que j'aurai jamais le tome 4, ce qui serait très chiant parce que c'est vraiment une super série. Ouais, mais ça arrive souvent en plus que les sagas soient traduits, mais pas jusqu'au bout s'il n'y a pas le public attendu, entre guillemets. C'est ça, et c'est chiant parce qu'il y a des bons bouquins comme ça, enfin pas forcément dans la catégorie... fantasy ou autre, on va dire LGBT, mais même il y a plein de trucs qui sont pas traduits et qui sortent qui sortent un peu. Et j'ai l'impression que le public anglophone, ils sont, en tout cas sur la fantasy, ils sont plus dans la nouveauté, à la recherche de la nouveauté, on va dire. Et pourtant, en vrai, en tout cas dans le milieu de l'auto-édition, il y a quand même beaucoup de personnes à faire de la fantasy, de la bonne fantasy en plus. Et comme c'est pas mis en avant parce que c'est pas de la vraie littérature. C'est pas le, comment dire. Ouais, j'ai vu passer des vraie fausse littérature. Ouais. C'est comme il y a une autrice qui a partagé, c'est Alex Sol, je sais pas si tu connais. Non. Elle a fait des thrillers horreur, je dirais. Ok. Et en fait, elle a posté un truc sur Insta où elle disait il y avait une lectrice qui avait adoré son livre et je crois qu'elle avait repris la lecture grâce à un de ses bouquins qui est de l'horreur. Et elle avait mis dans son commentaire, c'est pas de la grande littérature, mais moi ça m'a fait plaisir et ça m'a permis de reprendre l'écriture. Dire que c'est pas de la grande littérature, c'est genre le compliment où tu t'en prends une droite en même temps. Tu t'en prends une dans la gueule, ouais, c'est clair. Et elle était contente d'avoir aidé la personne à reprendre la lecture, mais en même temps ça fait un peu mal de se dire c'est pas de la vraie littérature, c'est pas de la grande littérature, alors que c'est de la littérature comme une autre, c'est pas de la fantaisie. Mais je dis c'est pas de la fantaisie en disant qu'en général c'est la fantaisie qui se fait bien cracher dessus. Mais bon, c'est pas parce que c'est pas de l'écriture, je sais plus, l'écriture blanche, le truc que je lis jamais, parce que j'aime pas. Littérature blanche, ouais. Parce que c'est pas ça, c'est considéré comme du sous-genre, alors que non, c'est juste que c'est un autre genre. Pour l'instant en France c'est encore très marqué, hein. La littérature blanche, c'est 80% des librairies, sans déconner. C'est des trucs, moi c'est ma mère qui m'a donné goût à la littérature de fantaisie en fait. Et en fait, elle a toujours lu de la fantaisie. Je crois que je l'ai pas vu lire d'autres styles.
j'ai un petit peu d'historique des fois. Toi, du coup, tu parles pas anglais, enfin, tu peux pas faire ta traduction toi-même, du coup. Non, parce que je comprends un petit peu, on va dire, l'anglais à l'écrit. Sinon, j'ai fait mon jeu narratif avec mes gaïas nordiques, je l'ai traduit grâce à en faisant traduction automatique. Mais j'ai demandé à une autrice anglaise de repasser derrière moi. Elle m'a dit, il y a des trucs, c'est un peu bancal, la traduction, on voit que c'est pas ton truc et que t'es pas très doué, mais ça se lit, quoi. Mais elle m'a bien dit que, pour du contenu du jeu narratif, pour du gratuit du jeu narratif, ça passe. Mais pour vendre ça, c'est pas. Je le sais très bien, vaut mieux pas que je le fasse. Ça serait une catastrophe. C'est hyper galère. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Moi, j'avais commencé à regarder aussi, tu sais, par exemple, du coup, pour rester dans le francophone, les maisons d'édition québécoises ou autres. Mais c'est vrai que après, ils n'ont pas forcément le budget non plus de faire de la com pour une personne qui réside à 1 milliard de kilomètres de leur lieu. Donc, je regarde aussi des fois un petit peu ça. Mais c'est vrai que je pense que la traduction, t'as raison là-dessus. Hein, c'est inévitable, entre guillemets, si on veut essayer de toucher le plus grand nombre et des maisons d'édition un peu plus open, quoi. C'est ça. Bon, après, on n'est pas obligé de partir forcément dans l'anglais. Je crois qu'il y a le marché allemand aussi qui est bien. Après, moi, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je parle pas allemand. Pareil. Et je préfère, on va dire, partir sur une plus grosse niche où si les gens viennent me voir en message, je peux les comprendre. Parce que si un Allemand débarque dans mes messages en disant « j'ai bien aimé ton livre », j'ai dit « oui, d'accord, alors j'aime beaucoup les chansons en allemand, j'écoute des groupes allemands, mais je cale rien à ce que tu dis. » Alors que voilà, en anglais, si quelqu'un débarque en anglais dans mes commentaires, je peux savoir si c'est du spam ou pas déjà. Et sur un roman d'à peu près 400 pages, je sais plus le nombre de caractères, j'en avais pour entre 7 000 et 10 000 euros, en fonction des traductrices que j'avais. C'est un budget de ouf, quoi. Voilà, si j'avais ça sur mon compte, je ferais peut-être autre chose que faire une traduction. J'avoue, tu pourrais peut-être te faire une com en béton déjà en France. Voilà, déjà. Ah ouais, non, c'est hors de prix de ouf, ouais. C'est ça, et donc c'est pour ça que je me dis en passant avec un agent par une maison d'édition, la maison d'édition se débrouillerait, j'ai du mal à parler en ce moment, se débrouillerait elle-même pour trouver un traducteur ou pour avoir quelqu'un de compétent pour faire ça. C'est ça. En plus de faire la traduction, je leur ferai plus confiance à eux que... Parce que moi, je pourrais même pas vérifier la qualité derrière, donc c'est pas top. C'est ça, si t'as pas quelqu'un d'anglophone dans ton entourage qui peut en plus relire par-dessus la trad pour voir si t'es ok, pas ok avec, c'est un peu galère, quoi. C'est ça, puis après, moi, je pars du principe aussi que vaut mieux écrire dans notre langue maternelle. Si on est bilingue, c'est cool, mais si on est français, écrire en anglais, je trouve que c'est pas... Même si on maîtrise très bien, c'est pas l'idéal parce que on n'a pas forcément t'as pas les mêmes subtilités. Au niveau des dialogues, tu vas pas avoir, je sais pas moi, les expressions de Jones, tu vois, entre guillemets, qui se disent dans la rue parce que tu les connais pas, juste en fait. Oui, c'est ça. Et ça, c'est le problème du coup, pour revenir au roman Gédéon, du fait que je peux absolument pas le lire, c'est qu'il y a beaucoup d'argot, c'est le vocabulaire. J'ai des amis qui sont presque bilingues, qui essaient de le lire, ils ont fait « Waouh, c'est quoi ce truc ?» Forcément le traduire de manière hyper littérale, sans avoir les vocabulaires du quotidien, quoi. Et puis aussi, moi, il y a le fait que je veux traduire en anglais, c'est que j'ai d'autres objectifs qui vont un peu plus loin, c'est que comme mon univers vient du jeu vidéo, de l'animation, j'adorerais pouvoir faire une série un jour d'un de mes livres. Série animée ou film d'animation, n'importe. On va dire, je suis un peu dans le milieu, je connais quelques personnes. Je sais que ça se fait pas en un claquement de doigts, mais si ça pouvait arriver, je serais déjà très contente. Et même si c'est que dans 10 ans, quoi. Mais c'est un objectif que j'aimerais bien, donc je sais qu'en France, on peut le faire. Mais si je peux étendre, on va dire, le fait de pouvoir étendre sur une autre langue, ça donne plus de crédibilité et de poids pour pouvoir poser un projet comme ça. Non, mais complètement. Enfin, de toute façon... l'anglais et l'espagnol ou le mandarin, toutes ces langues qui sont hyper parlées, ça peut que ouvrir à de nouvelles opportunités. C'est ça. Pour l'instant, j'attends vraiment de terminer ma première trilogie avant de faire ça. Il faut que je vois quel roman se porte le plus pour une adaptation. En vrai, Le Clan du Corbeau Blanc, je pense que ça irait très bien parce qu'en fait, pour l'anecdote, on va dire un petit peu, c'est que... donc, j'ai parlé un petit peu d'Arcane sur le Discord sur lequel tu m'as demandé de venir. Et
Et comment le studio qu'a fait Arcane, donc c'est Fortiche. C'est un studio que j'adore en fait, mais avant qu'Arcane soit fait carrément, ça fait depuis 2015 que je les suis, j'aime vraiment ce qu'ils font. Et pareil, quand j'étais dans un autre studio, j'ai travaillé dans un gros studio, et quand j'étais dans ce studio-là, j'entendais parler un petit peu du projet d'Arcane, mais sans vraiment savoir ce que c'était. En fait, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Fortiche. Et je me disais, si c'est Fortiche, ça va forcément être beaucoup trop bien. Donc déjà, bon, c'était en 2013, peut-être, pas 2013, non, 2016. Donc déjà, j'étais à fond là-dessus. Et donc le truc qui est marrant, c'est que comme j'ai beaucoup suivi les clips qu'ils ont fait, genre KDA ou Rise, en fait, leur univers visuel, je le trouvais vraiment cool. Ce qui fait que inconsciemment, il s'est retrouvé dans le clan du Corbeau Blanc. C'est-à-dire que dans Arcane, sans te spoiler parce que je sais que tu ne l'as pas vu, et sans spoiler les gens qui pourraient le voir, dans Arcane, il y a des trucs qui sont super importants, c'est les couleurs, les jeux de couleurs et tout. Chaque couleur a une signification. Il y a les émotions des personnages qui sont vachement explorées. Et bon, ça c'était un petit peu moins dans leur clip, ça c'est moi qui l'ai mis en avant après. La musique aussi, c'est super important, et en fait c'est des trucs que j'ai dans mon propre univers. Les couleurs sont super importantes, j'explore toujours les émotions des personnages. C'est de la dark fantasy, mais si c'est violent, c'est qu'il y a une raison, c'est pas juste pour le fun de faire du violent. Et pareil, la musique, j'ai des playlists qui font 12 heures, des trucs comme ça pour chacun de mes projets. Et chacun de mes romans ont une playlist qui me permet d'écrire dans l'ambiance, en fait, de l'histoire. Mais tu crées des univers tout en t'entourant de cet univers-là, donc c'est vraiment hyper inspirant ton processus. Des fois, j'essaye de... Je spamme un peu, parce que voilà, quand j'aime une musique, je la spamme un petit peu. Et j'essaye de dire, en faisant un peu ma promo, en disant, vous voyez, cette musique-là, c'est super important sur mon univers. Bon, il y a des gens qui s'y intéressent ou pas. Sauf qu'en fait, en général, les musiques que je partage, c'est pas n'importe quelle musique, en fait. C'est des petits indices sur l'histoire. Et du coup, pour l'instant, t'es satisfaite de ton expérience avec l'auto-édition, ou du coup, ça te frustre un petit peu, la difficulté de la communication, tout ça? Non, moi je m'éclate bien sur l'auto-édition. Bon, ça gagne que dalle. Ouais. Oui, bon, ça. J'aimerais bien que ça gagne à l'argent il y a bien longtemps. C'est ça, j'aimerais bien que ça gagne un peu plus. Mais on va dire, moi, je me lance sur du long terme, on va dire. J'ai pas envie, comme certains auteurs, de gagner directement ma vie avec. C'est-à-dire que je sais que c'est un univers étendu avec au moins 14 bouquins, si je me trompe pas. Enfin, déjà, même rien que la trilogie principale. Enfin, la double trilogie principale. Ça fait oui, déjà, la double, ouais. Ça fait déjà 6 bouquins, plus celui de science-fiction, ça va en faire 7, plus les 3 de Ran. Voilà, déjà, j'ai ça. C'est déjà pas mal. Déjà, c'est pas mal de ouf. Et autour, en fait, j'ai d'autres romans qui vont arriver, mais sauf que... C'est comment? J'aime bien faire... Enfin, les gens, ils vont se rendre compte à la fin que mon univers, ils vont se dire, ok, d'accord, mais en fait, t'es complètement taré. Oui. C'est que chaque roman, en fait, fait des clins d'œil les uns avec les autres. Je sais déjà comment est-ce qu'ils sont liés les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a des livres où j'ai une romance d'inspiration celte, enfin, romance. C'est un petit peu romance politique, on va dire. D'inspiration celte qui va sortir. Je parle de celui-là parce que normalement, si je suis bien mon planning, c'est celui qui devrait arriver après le tome 3. C'est le prochain. C'est le prochain, normalement, après le tome 3 du clan du Corbeau Blanc. Et parce qu'il est lié au tome 2 du clan du Corbeau Blanc, indirectement. Et en fait, c'est que ce roman celte, les gens pourront le lire tout seul, il n'y aura aucun souci. Alors, je dis normalement c'est tout seul. Ah oui, tu peux le lire en one shot quand même. C'est ça, bon après je peux glisser et faire une duologie, mais celui-là ce sera pas non plus un gros truc. Normalement j'aimerais bien faire un seul roman. Mais les gens pourront lire en one shot, ils pourront dire ouais c'est cool, j'ai bien aimé ou j'ai pas du tout aimé, ça après on s'en fout, les gens ils font ce qu'ils veulent. Les clins d'œil, des fois ça peut être des personnages qui sont dans un autre livre. Juste des personnages qui sont cités aussi d'autres livres, des petits éléments à droite à gauche, par exemple, je sais pas, dans une histoire, s'il y en a un qui voit un poignard qui est posé en déco sur une cheminée, imagine quand on prend plus tard dans l'histoire, il y en a certains, ils vont dire, enfin je décris le poignard, ils vont dire oh il est beau le poignard, et puis il y en a certains, ils vont dire touche surtout pas ça. Moi je trouve que tu arrives hyper bien à vendre ton univers, moi je suis une truffe pour ça. J'ai une présence sur les réseaux, j'arrive à partager, mais alors parler de mes livres pour donner envie, tu vois, je trouve ça hyper difficile, et toi je trouve que tu le fais super super bien quoi. Non mais ça c'est des formations professionnelles, on va dire. C'est quand j'étais en école de jeux vidéo et d'animation, toutes les 2 semaines je sais plus, on devait présenter notre avancée de projet.
Enfin, Ah oui. mais mes potes aimaient pas comment je présentais. En général, ils me disaient tu lis le papier, tu pars pas sur autre chose. Sauf que j'arrivais pas à prendre le papier. Donc en général, je partais sur autre chose. Donc c'était vas-y, tais-toi, recule. Allez, c'est bien, t'as bien parlé. Et surtout, mon mais c'est univers, cool. c'est que c'est un peu mon, comment dire, c'est un peu ma passion, quoi, en fait. Donc je pourrais en parler pendant des heures et des heures. En fait, tous mes romans vont être liés au clan du Corbeau Blanc. Ça se passe à peu près sur la timeline. Ça se passe sur 4000 ans, à peu près. Il faut que je réajuste encore, parce que je sais pas encore vraiment la période de mon roman de science-fiction, mais ça se passe à peu près sur une période de 4000 ans, donc j'ai de quoi faire. Et je rajoute, en fait, presque à chaque tome, un nouveau peuple. En tout cas, là, en ce moment, je rajoute un nouveau peuple pour faire vraiment étoffer mon univers au fur et à mesure. Ah oui, et tu crées un monde de ouf, quoi. Ah oui, moi, je fais quelque chose, je le fais pas qu'à moitié. Mais ouais, il va y avoir des romans qui vont avoir des échos les uns avec les autres, surtout en fait avec Ran, qui en fait, c'était pas prévu. Moi j'ai beaucoup de trucs qui n'étaient pas prévus, qui se passent. Cool. C'est-à-dire que j'ai en tronc central le clan du Corbeau Blanc, enfin la saga du Corbeau Blanc on va dire, parce que la seconde trilogie aura un autre nom. Et pareil, la seconde trilogie pourra être lue avant la première si on veut. Je vais faire en sorte que tout puisse, enfin comme des petites briques, que tout puisse se lire dans tous les sens. Et ça donc, c'est cool. pour revenir à Ran, en fait, c'est que Ran, c'est un peu une histoire parallèle. Ça devait pas être une histoire parallèle, et c'est devenu une histoire parallèle parce que ça se passe sur un autre plan de l'univers. Je fais carrément du multiverse. Parce qu'en fait, dans Ran, je fais une revisite donc, du mythe de la Valkyrie, et j'ai pris les légendes de... Donc il y a 9 mondes dans les légendes nordiques, moi j'ai 7 mondes. Et les 7 mondes, en fait, sont des mondes éthérés, ce qui fait que le temps ne se passe pas pareil sur l'un et sur l'autre. Et ce qui permet de les lier les uns avec les autres. Donc en fait, Ran et le clan du Corbeau Blanc auront vraiment des moments où il peut avoir des éléments d'histoire de l'un et l'autre qui se croisent, mais les gens pourront lire sans avoir lu l'un ou l'autre, enfin sans avoir lu les deux, ce qui leur permettra de... Tu m'étonnes que tu as une frise chronologique pour t'en sortir. Ah oui, je l'ai dans ma tête, là, on va dire, la frise, c'est juste une pauvre frise avec des noms, et puis c'est tout. Hein. Mais c'est mon bloc-notes. Mon bloc-notes, c'est un gros bouquin de 600 pages, je crois, où il y a 4-5 projets qui sont dedans. Je t'enverrai la photo tout à l'heure, si tu veux. De ouf, il a la tranche dorée, en plus, il est beau. Il brille. Et donc, en fait, j'ai tous mes projets que j'écris au fur et à mesure dedans. Comme ça, je peux feuilleter de l'un à l'autre plutôt que d'avoir des carnets séparés. Je construis au fur et à mesure, mais en même temps, maintenant que j'ai mon roman de science-fiction qui est prévu, c'est un peu la finalité de tout l'univers. Et sinon, avant, quand je travaillais, parce que le tome 1 du clan du Corbeau Blanc, je l'ai écrit, même le 2, je les ai écrits quand je travaillais. En fait, le premier roman, je l'ai écrit sur mon téléphone portable dans le métro. Mais non. Attends, je le montre aussi à l'écran, le téléphone qui a écrit... qui a servi à écrire. Mais c'est pas pratique. C'est un petit iPhone sur lequel j'ai écrit. J'écrivais 1 heure à peu près tous les matins, dans le métro. Des fois le soir, quand j'étais pas trop fatiguée dans le métro. Il y a des gens qui lisaient par-dessus mon épaule et des fois ils ont dû lire des trucs en mode qu'est-ce que c'est que ce machin. J'imagine. Je me rappelle du jour où je crois qu'il y avait un gars qui lisait par-dessus mon épaule, j'étais en train d'écrire une scène de torture. Je me suis dit, il a dû se dire que j'étais complètement... Non, mais j'admire la détermination du coup, parce que c'est vrai que souvent quand on taffe, c'est le plus difficile en fait de trouver du temps pour pouvoir écrire et tout ça, et du coup le faire dans le métro, je trouve ça grave cool. Enfin, c'est une belle histoire, mais alors l'écrire sur son téléphone, si peu pratique. Hein. En fait, le truc c'est que comme j'avais entre 45 minutes et 1 heure de transport, et que ça me stresse un peu en fait d'avoir des gens qui sont collés à moi, je mettais mon casque, ma musique et pouf, j'écrivais. Je savais exactement quand est-ce qu'il fallait que j'arrête d'écrire avec le métro et tout, quand est-ce qu'il s'arrêtait, je loupais jamais mes arrêts. Je sais même pas comment j'ai fait ça. Ouais, non mais j'avoue, rien que ça, moi j'admire. Ouais, j'étais bien focus dessus. Et après, j'ai commencé à écrire sur l'ordi pendant le confinement en fait. Ah oui. Parce que, du coup, je prenais plus le métro. Et après, maintenant, je suis plus en région parisienne, donc je prends plus du tout les transports en commun. Et il faudra que j'équilibre ça quand je commencerai à travailler pour essayer. Je pense que j'essaierai de caler genre le soir 1 heure, soit le matin, soit le soir 1 heure d'écriture. Parce que toi, tu marches à la routine quand même, du coup, parce que moi, j'arrive pas du tout à me dire genre tous les jours j'écris ou quelque chose comme ça. C'est que, enfin, moi, c'est très spontané et du coup, des fois, j'écris pas pendant 15 jours, des fois, j'écris pendant 3 jours non-stop. Toi, t'arrives à caler des routines d'écriture ?
En fait, je sais que je peux le faire, mais comme j'ai fait une dépression et un burn-out, j'ai eu un peu plus de mal à recaler ça bien comme il faut. Ouais, Donc j'essaye au fur et à mesure, c'est compliqué de remettre une routine. Parce que c'est ça qui manque en fait en ce moment. C'est d'essayer de me caler bien une routine sans avoir plein de trucs qui me perturbent dans tous les sens et c'est pas facile à faire. Mais sinon, en vrai, si je me force, oui, je peux écrire tous les jours parce que comme j'ai un semi-plan, on va dire, de mes romans. Je dis semi-plan parce qu'en général, j'ai le plan. Et puis, ça part en cacahuète. Un petit peu dans... Ça part dans tous les sens. Enfin, le plan, ça t'aide un petit peu au début. Tu te dis, vas-y, ça va être une histoire trop cool. Et puis, en fait, les persos, ils disent nope. C'est exactement ça. Et c'est comme ça, en fait, en vrai, que mon univers s'est retrouvé à avoir autant de... Enfin, en fait, tout mon univers, c'est grâce à l'apparition d'un seul personnage qui n'était pas prévu à l'origine. Mais vraiment pas du tout prévu. Ce personnage, il devait pas exister. Et il a tout bouleversé. En fait, d'un coup, mes personnages sont tombés sur... Enfin, mon héroïne tombe sur un perso. Le personnage qui s'appelle Shilali, qui n'était pas du tout prévu à l'origine, mais vraiment ce perso, il devait servir. Enfin, même quand je l'ai intégré dans l'histoire, il devait pas non plus servir à grand chose. Il devait servir de soutien sur certains trucs, mettre un petit peu d'action. Et en final, juste son existence, ça justifie la totalité de l'univers. De l'univers en lui. Et c'est même pas l'héroïne. Juste son existence. Même la rencontre en fait entre, au final, les deux héroïnes. Fait que, et c'est pas non plus son love interest ni quoi que ce soit. C'est cool ça aussi. Ouais, j'essaie de faire attention aussi à ça. Je mets de la romance, mais il faut qu'elle ait une place. Oui, c'est ça. Enfin, une place dans l'histoire, mais si on l'enlève, il faut que ça soit quand même, ça déséquilibre quelque chose. Genre dans le clan du Corbeau Blanc, si on enlève la romance, ça déséquilibre les trucs, ça marche moins. C'est hyper intéressant, trop bien. Bah, merci en tout cas d'avoir partagé ce temps avec moi. En tout cas, ça m'a fait grave plaisir de discuter avec toi, de découvrir un peu plus ton univers. De parler de vive voix aussi, parce qu'on avait échangé que par écrit. Et du coup, je suis contente d'avoir échangé ce moment avec toi. Et puis je te dis merci.